Cité des Arts, le show. Cité des Arts, le show. Bonne année à tous sur Radioactive. Pour bien démarrer l'année, on vous a invité des invités de marque, Toulonnais tous les deux, enfin Varois en tout cas tous les deux, et André notamment qui nous fera des petits cadeaux, des poèmes de Tolkien mis en musique. C'est donc André Rocchia et Olivier Stéphan, notre humoriste national. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Salut Fabrice. Alors pour démarrer tout de suite cette émission, nous allons vous mettre le morceau donc le groupe s'appelle Lonely Star, l'album s'appelle The Starlit Sea et ce sont les chansons officielles des poèmes mis en musique par André Rocchia. Et le premier morceau sera Samsung in the York Tower. In western lands beneath the sun, the flowers may rise in spring, the trees may bud, the waters run, the merry finches sing. Or there may be this cloudless night and swaying beaches bare, the elven stars as jewels white amid their branching hair. Journeys and I lie in darkness very deep, beyond all towers strong and high, beyond all mountains steep, above all shadows ride the sun, and stars forever dwell. I will not say the day's done, I will not say the day's done, nor bid the stars farewell. Nor be the stars farewell. Samsung in the York Tower. Right. Right. Ouais, il lui arrive de drôles de choses à Sam. Qu'est-ce qui lui arrive dans la tour des orques à Sam? Il est enlevé. Si tu as un petit peu suivi, ne serait-ce que les films de Jackson. Ouais. Oui, c'est le compagnon, le compagnon de Marc de Frodon. Et un peu son garde du corps, aussi moral, pas spécialement physique, parce que comme tous les hobbits, il est plutôt... un peu sa conscience. Voilà, c'est ça. Et c'est grâce à Sam, finalement, que Frodon il trouvera les ressources pour aller jusqu'au bout. Ouais, pour pas sombrer dans le côté sombre, la tentation de l'anneau. C'est ça. Effectivement. Donc, ce qui me frappe tout de suite, c'est que
C'est pas de la musique celtique, on est d'accord. Donc alors on est d'accord, c'est des poèmes officiels Ah, absolument. Voilà, tu n'as pas touché au texte. J'ai eu la chance assez inouïe de pouvoir recueillir l'autorisation. C'est du goutte à goutte, hein, comme je t'ai un peu expliqué hors antenne. J'ai eu en fait le petit-fils en classe, enfin un des petits-fils, Adam, dans ma classe, lorsque dans une autre vie j'étais instit. Et ça se passait à la gare de Fresnay en 78, tu vois, c'est juste hier. Et une rencontre s'est faite et une amitié, quelque part, s'est construite. Et un beau jour, voilà, j'ai eu l'idée saugrenue de me repencher sur ces textes. Et puis voilà, ils ont eu l'extrême gentillesse et générosité, Christopher et Bailey Tolkien, que je remercie à nouveau ici. Donc les parents de l'élève que j'ai eu en classe, de faire un peu le forcing auprès du Tolkien Estate pour que je puisse... D'accord, donc ça reste tes amis à l'heure actuelle, ces gens, ils vivent ici, d'après ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est que le petit-fils, il ne faut pas le dire, voilà. donc on ne l'a pas dit. Ce sont des amoureux de la Provence. Ils vivent ici de temps en temps, en tout cas. Et donc, le petit-fils, tu l'avais en classe, dans quelle matière ? J'étais instit, c'est-à-dire en tout. Je rentre de l'armée en 78, c'était après les vacances de Pâques, et on me donne un remplacement de 3 mois et demi, quoi, même pas, pour finir l'année scolaire. Incroyable, ça a changé ta vie. Oui, complètement. Et d'autant plus que le côté comique de l'histoire, c'est que je ne connaissais pas, tu me disais tout à l'heure que Olivier, novice entre guillemets dans l'œuvre de Tolkien, mais moi c'était mon cas en 78 parce que, rassure-toi, je ne savais même pas qui était Tolkien. Donc le gamin, pendant 15 jours, a gardé le secret. Tu avais un peu plus d'excuses en 78 peut-être. J'en avais certainement pas, mais... Non, mais en 78, tu avais eu que les livres en tout cas. Absolument. Et un petit dessin animé, je crois. C'est avant que l'animation de Bachki sorte. Okay, donc génial. Oui, tu as raison, j'avais de gros alibis. Ouais, il fallait avoir lu le livre en tout cas. Certes. Oui, en 2019, on va avoir du mal pour passer à côté de Tolkien et de son univers, même si on n'a jamais vu un film, même si on a forcément une référence à le Bilbo le Hobbit. C'est quelque chose. T'as jamais vu aucun des films ? J'ai vu le premier Seigneur des Anneaux d'un œil, très sincèrement. Alors, chez moi, devant la télé, pas du tout au cinéma, mais oui, d'un œil. J'ai regardé ça sans... Voilà, je ne connaissais pas les conditions comptent dans ce genre de film, effectivement. La musique, c'est un spectacle complet. Donc, c'est vrai qu'il faut être dans de bonnes conditions. Et donc, ça fait longtemps, finalement. Alors oui, mais si tu veux, il s'est passé évidemment plusieurs décennies jusqu'à ce que, je te dis, je retombe il y a 4 ans exactement sur les textes originaux. Donc en anglais, bien entendu, qu'un ami prof en formation continue, Michael Baines, que je remercie d'ailleurs dans le disque et ce soir, qui a vraiment été d'une aide très précieuse, comme dirait quelqu'un du livre. Quand il m'offre l'édition anglaise, d'accord, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Et en fait, donc je retombe sur ces textes il y a très peu de temps, et c'est là que je suis parti sur Bilbo's Song, qui est un des titres du disque, et très vite, autour de moi, les potes ont montré un intérêt sur cette adaptation musicale. Et ça m'a poussé à prendre mon courage à deux mains et à téléphoner à Bailey Tolkien. D'accord. Et à partir de là... Tu avais fait ça à la base comme un one-shot. Tu avais adapté ce poème-là en particulier. C'est ça, pour le fun surtout. Au départ, tu vois, jamais je rêve, quand je prends la gratte, que je vais recueillir l'autorisation, parce que je savais, en m'étant renseigné sur Internet, qu'il ne donnait quasiment plus aucune autorisation pour les mises en musique. D'accord. Voilà, c'est comme elle dit... Donc, qui dans le monde a le droit de mettre en musique ces poèmes-là ? Aujourd'hui, personne. Toi ? Écoute, on va rester très humble. Ceux-là, en tout cas. Absolument. Peut-être une suite, parce qu'il y en a encore des poèmes de Tolkien. Pour l'instant, on m'a accordé une grâce.
Ouais, mais il y a 14 morceaux. Hein. Donc 14 morceaux, c'est 14 poèmes de Tolkien. Non, pas tous. Pas Il y a une reprise de King Crimson, à qui on a D'accord. voulu rendre hommage. On en reparlera tout à l'heure pour la battle. Oui, Parce que c'est l'ami Greg Lake qui Mhm. chantait ce titre dans l'original de King Crimson. D'accord, ok. Et puis il y a 3 titres à moi qui sont tout simplement des hommages très modestes, mais de vrais hommages, où le texte a été conçu ainsi, D'accord. pour un clin d'œil, à ma façon, à ma modeste façon, Encore pour donc. saluer l'univers Donc, de ce que Tolkien a Tu as écrit. fait tes propres poèmes de Tolkien. J'irai pas jusque-là. Non, parce à savoir, pour les gens qui n'auraient vu que le film, je suppose qu'il y en a beaucoup, l'œuvre originale littéraire a des poèmes, et pas que dans Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Hein, ces livres ont des poèmes, même dans le Silmarillion ou dans Bilbo le Hobbit. C'est égrené de poèmes. Voilà. De chansons, de Voilà. poèmes, voilà, c'est un Interprété amoureux de par- la musique, de la langue. Par différents personnages du récit. Ouais, Bien je me sûr. rappelle bien de celui de Tom Bombadil, je sais pas, mais qu'on ne voit pas dans le film, qui a It's une all place right. énorme dans le livre. Et donc, c'est construit quand même avec une chronologie ou... Absolument pas. Non, non. Écoute, c'est vraiment un disque avant tout de musicien, on va dire, sous le signe de l'amitié, puisque je vais me permettre de revenir à Samsung in York Tower juste un instant, Mhm, bien sûr. pour remercier et citer Stéphane Leroy, qui fait partie d'Alf Af, groupe très admiré sur l'aire toulonnaise et ailleurs, qui sont des potes. Donc il y a Steph Leroy à la basse, il y a Frank Farrugia, qui est le batteur d'Alf, qui a pondu les programmations qu'on a entendues sur les cordes, les marimbas et disons le cœur de la programmation rythmique. Qui est journaliste aussi, Franck Farrugia, qui Bien est sûr. journaliste à France 3, donc voilà, le journalisme mène à tout, c'est ça qui est... Tu vois, c'est ça qui est un amusant. extraordinaire Journalisme musicien, mène à et tout. Steph pareil. Il y a Bernard Kalev, qui est un vieux compagnon de musique depuis des années aussi, que j'ai connu dans les années 80, quand on avait un groupe qui s'appelait VO. Bernard Kalev est au synthé. Il y a Fred Ambrogi, qui a le studio La Fabrique Sonore, qui a fait la partie batterie. C'est Colonel Nico, bien sûr, avec qui j'ai réalisé cet album, puisque c'est une coproduction tandem. Voilà. Oui. Donc c'est du produit pur bio local. Ouais, Voilà. complètement. Ouais, c'est ça. C'est écrit et mis en musique ici. on va dire ça, ouais. Et joué ici d'ailleurs, on va y revenir un petit peu après. Alors pour faire un petit break sur ton œuvre, je vais te demander un petit peu justement tes influences. Hein, une des rubriques de Cité des Arts, c'est l'Urban List, donc voilà, puisque Cité Welcome. des Arts, donc la Cité évidemment, donc un magazine culturel et citoyen que vous connaissez. Vous retrouvez, en soit dit en passant, les interviews d'André évidemment et d'Olivier ce mois-ci dans le magazine qui est déjà disponible en ligne et que vous aurez chez votre commerçant demain. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as choisi comme coup de cœur ce soir ? Tu m'as demandé, m'a proposé un livre et immédiatement, j'ai choisi les œuvres de Saint-Exupéry, qui viennent de sortir en un seul volume dans la collection Quarto de chez Gallimard. Et c'est un des 5 auteurs que j'emmènerai sur une île déserte, comme dirait l'autre. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été instite dans une autre vie, et c'est un moment pédagogique, Saint-Exupéry, qui m'a toujours été très précieux et qui, auprès des enfants, avait un écho considérable. Voilà. Oui, et puis c'est tout public, contrairement parfois à ce qu'on pense d'ailleurs. On en parle beaucoup pour les enfants de Saint-Exupéry. Oui, à travers donc Le Petit Prince, mais moi je pense à d'autres œuvres comme Vol de nuit, par exemple, pour des plus grands, ou Terre des hommes, Pilote de guerre, Citadelle, qui sont tous réunis dans cet ouvrage, et je crois pour la première fois. Donc avec, tu vois, un bouquin qui relativement... D'accord, là, il a toute son œuvre. Ouais, toute son œuvre, et même, bien sûr, des inédits avec des poèmes de jeunesse, des poèmes écrits durant la Première Guerre mondiale. Un joli cadeau de Noël en retard pour tous les âges. Ça peut accompagner toute une vie. Parce que, bon, philosophe, intemporel. À sa façon, mais influent. Tu nous en lis un petit extrait ? Allez, si tu veux.
Allez. J'ai choisi un extrait donc du Petit Prince, et c'est le passage du renard qui, je trouve, ne vieillira jamais. Ainsi, le Petit Prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le Petit Prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer. »« Bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. » Bravo. Bravo à lui. Pour l'interprétation également. Oui, merci. On sent Donc, l'ancien instit. Hein. hein On sent Ouais, l'instit, ouais, ça s'en va jamais. Ça remonte à la surface. Olivier aussi, je crois, a été ancien prof. On en reparlera un petit peu. D'accord, il est- super. On est entre profs. Moi, je suis Bienvenue au club. en ce moment prof aussi d'ailleurs. Dans des domaines différents. Donc toujours le goût de l'aventure, quoi, quand même. Tu as tout compris. Oui, je crois que dans Syntex, il y a tous ces thèmes que l'on retrouve dans Tolkien d'ailleurs, avec une plume forcément complètement différente, mais qui font écho dans tout homme, dans toute femme. Je pense que, comme tu disais, la philosophie, que ce soit celle de Tolkien ou celle de Syntex, elles sont universelles. Et si dans le monde aujourd'hui, ces idées-là étaient plus propagées, vécues, perpétuées, je pense que on irait beaucoup mieux. Et même le message écologique dans Syntex, tu l'as, mais constamment. C'était un des premiers, bien avant que le terme même d'écologie, je crois, soit créé, qui, dans toute son œuvre, tu as des éclairs comme ça. C'est lui qui dit, par exemple, que nous ne sommes pas propriétaires de la terre. Hein. Nous en avons juste hérité, et c'est surtout pour la transmettre à nos enfants. Ce qui n'est pas gagné. On espère. Ok, alors ensuite, donc, tu peux nous parler peut-être du peintre que tu as choisi. Ah oui. Alors, Un grand monsieur. Edward Hopper, un qui m'a toujours fait triper sur l'Amérique de mes fantasmes, pays que je connais très mal. Je suis allé une fois, mais je suis même pas allé à New York, donc c'est un gros manque dans mon vécu. Je me suis nourri de l'Amérique à travers la musique, comme tu t'en doutes, et à travers ma cinéphilie, parce que je suis un cinéphage consommé. Et Hopper, lui, c'est quelqu'un dont les premières fois que j'ai vu l'étoile, c'était à l'école normale, avec un prof d'art plastique, qui éveillait nos consciences et notre goût pictural. Et dans Hopper, j'ai toujours vu, pour moi, une Amérique de rêve. Une Amérique, mais aussi très lucide sur l'Amérique qu'il dépeignait. Parce que tu as la solitude aussi, je pense à Nighthawks, tu sais, les oiseaux de nuit, cette magnifique scène. Ils sont dans je crois que c'est un resto, un bar de nuit. Et tu as en quelques personnages toute la solitude de cette Amérique. Je pense que c'est, à mon avis, ça doit être New York qui est représenté là. Je ne suis pas un expert de Hopper, mais en tout cas, c'est quelqu'un comme non, si mais tu veux... cette peinture-là est quand même mondialement connue. Voilà. Et effectivement, a créé un peu l'imaginaire américain aussi. C'est ça. Donc, ces coffee shops où les gens sont seuls, mais peut-être vont se parler, quelque chose va se passer. Oui, ambiance polar, roman noir. Voilà, ambiance polar, on roman retrouve, noir. ouais, Et même, comme tu dis, dans la filmographie américaine, des scènes qu'on a retrouvées après, tout le temps. Ouais. Qui sont influencés par ces gens-là, ou Très par la juste. vie américaine, tout simplement. Voilà. Quoi, Hopper, si tu veux, moi, il me fait penser, autant quand j'entends Sinatra, surtout en ce moment, « Let it snow, let it snow », c'est des flashs, tu sais, un flash sonore où Hopper, c'est un flash pour moi d'une Amérique que je crois que j'aurais aimé contempler. Ouais, c'est les années 20. Oui, même C'est pour certaines toiles plus tard que ça, les certaines années toiles, 40, 50. Oui, il a Oui, il a été très productif. Mais
Mais ça reste peut-être dans l'imaginaire français, l'Amérique, mais finalement d'un ancien temps. Oui. Ah oui. Comme tu disais, qu'on retrouve nous à travers les films noirs, les gangsters. Une espèce de Polaroid qu'on aurait laissé sur le comptoir en nickel là, d'un Starbucks. Ouais. Oui, quand tu reprends pas un film comme Pulp Fiction, tu as du Edward Hopper dedans, tu as des références avec des couleurs très saturées, avec t'as un graphisme qui peut s'apparenter à ça. Ouais. Ouais, complètement. D'ailleurs, puis, il s'inspire de ces petits magazines, les Pulp Fiction, qui sont, je pense, influencés par ce type d'imaginaire, quoi. Certainement. Je pense que la remarque d'Olivier est très juste. Ouais. Complètement. Alors, ensuite, donc, je vous rappelle, sur notre site, dès demain, vous aurez toutes les références et puis un petit peu de visuel, parce que là, c'est pour ceux qui font qu'écouter à la radio, regardez en même temps sur Internet. Et puis sur le site de Cité des Arts, www.citedesarts.net, vous aurez un article avec toutes les références, des liens vers de la musique et des tableaux d'Edward Hopper pour vous rendre compte un peu de ce dont on parle. Ensuite, c'est un film, je crois. Alors, tu avais parlé un film. Alors, j'ai choisi Blade Runner de Ridley Scott, The Final Cut. Final Cut. Voilà, parce qu'il y a eu au moins 3 éditions, dont la première, celle pour le grand public, celle des producteurs, celle des studios, que Ridley Scott a détesté a posteriori, puisqu'il a remanié la fin, entre autres, et il a restauré beaucoup de choses dans la dernière version qui s'appelle The Final Cut, que je recommande à tous. Incroyable. Ouais, pour moi, avec la musique de Vangelis, alors pour tous les musiciens, ça tue. Vangelis qui ensuite s'acoquinera avec un de mes maîtres au niveau du chant, Ian Anderson, le chanteur de Yes. Donc, Blade Runner, là encore, comme Olivier, tu le rappelais pour Hopper, il y a un spectre de couleurs et de sentiments plaqués sur l'écran qui est, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Alors, la nouvelle version avec Ryan Gosling, celle de Villeneuve... C'est la suite, c'est pas la nouvelle, voilà. C'est pas la nouvelle version, c'est la suite. Oui, enfin, si tu veux, un espèce de remake d'une suite. 2049, c'est bien, c'est sympa aussi. Alors mais rien ne peut égaler Ridley Scott, pour moi. Non, moi, il se trouve que je me suis refait récemment, justement. J'avais pas vu le 2049 et j'avais un petit peu oublié le Blade Runner original, que j'avais vu il y a longtemps. Et du coup, je les ai vus l'un après l'autre, à quelques jours d'intervalle, quoi. Pas à la même nuit, mais du coup, la version Final Cut, d'ailleurs, puisque c'est celle qu'on trouve aujourd'hui de Blade Runner, et après, juste après le 2049 de Denis Villeneuve. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Pour moi, d'abord, ça montre tous les changements dans le cinéma qu'il y a eu depuis. Et dans la société également. Pour moi, c'est deux concentrés de société, ces films-là. Et je m'y attendais pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le Blade Runner, le premier, est très contemplatif. Le scénario est bon, mais relativement léger. Hein, on part d'un postulat et puis les scènes s'allongent, comme tu disais, il y a du bleu, du rouge, de la musique, c'est tout en suspense. Alors que le film de Denis Villeneuve, c'est rythmé, il y a un rebondissement toutes les 3 minutes, c'est une série, voilà, c'est l'avènement des séries dans notre... Blockbuster. Voilà. Après, c'est un très bon film et tu as un très bon réalisateur aussi. Oui. Mais pour moi, la philosophie du premier, là encore, est inégalable. Tu vois, la philosophie cinématographique, je parle. C'est l'ambiance, quoi. Oui, l'ambiance. Ridley Scott at his best. Voilà, pour moi, vraiment. Ouais. C'est un gars. Dès que j'ai vu le premier film que j'ai vu de lui, c'était aussi son premier, c'était Duelist avec Harvey Keitel. Je l'ai pas vu, tiens. C'est le premier film de Ridley Scott, si ma mémoire est bonne. L'histoire de deux duellistes sous l'Empire. Enfin, ça commence, je crois, à la Révolution et ça
ça se poursuit pendant 2 décennies au moins. Ouais, je vois ce Et, que c'est. et ça m'avait déjà fasciné. Je devais avoir 17 ans quand j'ai vu, je crois, Duelist. Et c'était une découverte. Ridley Scott. Il n'y a pas grand-chose qui est mauvais dans ce qu'a fait Ridley Scott, même ce qu'il a fait récemment sur espèce de préquel d'Alien, là, qui est très bon. Prometheus. Prometheus, c'est ça. Génial. Donc revoyez Blade Runner et effectivement on conseille plutôt l'original. On va peut-être faire un petit break, passer un autre morceau de l'album. Si tu veux. Qu'est-ce que t'en penses, dis-moi. C'est parti, ouais. Allez, lequel? Alors, je te laisse faire le DJ sur ton propre album quand même. Allez, why not? The Ring of Truth. The Ring of Truth. Tell me where may lie the ring of truth, where the standing stones await. Take me back to times of horn and tooth, to the place to meet my fate. For no one belies the ring of truth, there the standing stones await. Take me back in time, oh my old sleuth, need to see this pearly gate at the The Ring of Truth par Lonely Star, André Rocca au chant, à la guitare, Ouais. Et à puis, la composition. Et puis plein de potes, bien sûr. Ouais. Alors sur scène, il y a qui avec toi? Alors sur scène, il y a. Tu en as parlé un peu. Mais... Sur scène, il y a Christophe Briand, qui est un superbe batteur, au chœur également. Il y a David Gutiérrez, lead guitare, chœur et quelquefois lead vocal aussi, qui partage des vocaux avec moi. Il y a Piero Navarro à la basse et au chœur, Thomas Rébois, clavier et chœur, Franck Pantin. Ah, tiens.
Je connais bien son père. Voilà, Franck Pantin. Et puis là, au Théâtre Denis, le 6 octobre, on faisait la sortie de l'album avec Tandem. On a eu la chance d'avoir Amélie Pantin, qui est la fille de Franck, qui nous a fait des parties de flûte traversière merveilleuses. Et son mari, Benoît Gonzalez, qui était au corps. Et j'avais mes potes de Canyon, que tu entends là sur ce The Ring of Truth, des gens avec qui on se connaît depuis l'école normale, quoi. Donc, la musique peut trouver ses sources. Ça t'a apporté quelque chose, au moins, à l'école normale. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, je les cite rapidement: Jean-Claude Spinelli, Gérard Schmitt, Gilbert Jury, Dominique Barrault, qui chantent avec moi sur ce titre. Et on est signalé également. Tu as entendu les parties de guitare magnifiques qui sont jouées. Moi, j'ai fait une guitare très très basique, mais qui est l'ossature du titre. Et il y a l'ami Swayze Beryl, qui est un des plus gros spécialistes du fingerstyle en Europe, qui est un gratteux breton, Swag, donc qui m'a fait l'amitié et le privilège de venir faire cette guitare sur le morceau. Et c'est produit par Patrice Marzin. La programmation. Tout ce que tu entends en termes de boucle rythmique, c'est Patrice Marzin qui est devenu un ami et qui a joué avec nous en live au Théâtre Denis. D'accord. C'est quand même le gratteux qui a été directeur musical d'Hubert Félix Thieffen pendant presque 10 ans, qui joue sur les albums de Mancé. Donc, très belle rencontre là, Sway et Patrice. En guest prestigieux aussi, je crois, tu as André Secarelli. C'est pas rien. Un peu cher. Comme ils disent à Nice. On n'allait pas se gêner. Non, là, c'est un coup de... Là, c'est pareil. Tu sais, de Lonely Lucky Star, la bonne étoile qui continue à m'envoyer des signaux. Et Dédé, ça s'est passé comment ? Je suis en train de chercher là pendant qu'on se parle. Mais c'est une histoire... Ah oui, bien sûr. J'ai participé à une masterclass en novembre 2014, au tout début du projet. Et il faisait donc une masterclass de batterie. Et moi, j'allais dans la classe de Sylvain Luc, que je connaissais un peu, au niveau guitaristique, pour essayer d'un petit peu ouvrir l'horizon. Même si ce que fait Sylvain, c'est inaccessible pour moi. Mais en tout cas, ça te fait toujours progresser, tu vois, de rencontrer des gens comme ça. Il y avait Mike Stern, tu vois, guitariste d'exception. Et Richard Bonnat à la basse. Non, que des gens peu connus et qui sont d'une humilité extraordinaire. Et il y avait Dédé. Et là, on a eu un premier contact, tu vois. Et je lui ai parlé comme ça, autour d'un café, de ce projet. Et puis, donc c'était déjà en gestation dans ma tête. Ouais. Et puis donc pratiquement 2 ans après, 2 ans et demi même, j'ai réussi à pouvoir le contacter en direct grâce à Fred Bétain, que je remercie ici, qui est l'ingénieur du son du Studio 26 Antibes, où on a fait les sessions avec Dédé. Et Dédé a été d'une... Tu vois ce que je veux dire. Extraordinaire en termes de simplicité et de tout ce que tu peux ressortir du simple fait de le regarder jouer sur tes morceaux. Et Dédé qui te dit à un moment, qui me dit ça te plaît ce que j'ai fait là ça, c'était sur Bilbo's Last Song, tu sais, c'est le morceau ternaire là, qui est en valse. Dédé Secarelli qui me demande à moi si ça me plaît ce qu'il a fait. Tu vois le genre de situation un peu irréel, quoi. Et voilà, donc grazie mille, tu vois, à Dédé, parce que et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une scène ensemble. Là, il ne pouvait pas pour le Théâtre Denis parce que son agenda est plein 1 an à l'avance. Mais il m'a promis que si... Alors, justement, en parlant de scène, quand est-ce qu'on pourra revoir ça sur scène ? Sur grand écran. Sur grand écran, peut-être. Peut-être filmé par Ridley Scott. Peu cher. Alors, écoute, on est un peu dans les tuyaux de... Parce que donc, c'est produit par Tandem. C'est coproduit par Tandem, effectivement. Par Tandem. Donc, ça ouvre aussi des horizons. Ça ouvre quelques portes. J'en profite pour remercier, bien sûr, Sylvain Besse, qui a cru au projet... depuis le début, et bien sûr à l'ami colonel Nico, Nicolas Meury, qui sans lui je ne serais pas arrivé à finir cet album d'aussi belle façon. Et puis donc écoute, on va essayer de faire l'espace des arts au Pradé, la croisée des arts à Saint-Maximin, le Carré à Sainte-Maxime, enfin des belles salles, et puis
pourquoi Il y avait du monde au Théâtre de Nice, ça s'est bien Écoute, au passé. Théâtre de Nice, c'était, je crois, quasiment plein, mais c'est quand même une toute petite jauge. Mais c'était surtout, effectivement, un cadeau magnifique. Ouais, mais c'est le genre d'espace qui convient à ce type de musique-là qu'il faut écouter. Voilà. Comment- Apparemment, on a eu des échos ultra favorables, et puis ça a été un moment de partage. J'ai vu de belles photos, de belles lumières, Ouais. l'écran. Tandem nous a mis les petits plats dans les grands, ça c'est sûr. Une équipe, Stéphane Burier qui était Non, mais chef de plateau. c'est un spectacle aussi au-delà de la musique, quoi, quelque part. Écoute, oui, j'aimerais dans le futur, pour mieux revenir à ta question, j'aimerais avoir un côté visuel, tu sais, un peu comme quand Peter Gabriel était dans Genesis. C'est aussi une de mes grandes influences, tu l'entends vocalement. Et j'aimerais pouvoir développer un côté vidéo, un côté... avoir Ça s'y prête, voilà. puisque bon, c'est cinématographique, même si c'est pas à la façon de ce qu'ils ont fait dans le film, on est d'accord. C'est une autre voie pour explorer, mais comme tu le dis dans l'article, Tolkien finalement est universel. Bah écoute, j'ai ma modeste vision de la chose, et puis c'est sûr que j'ai déjà eu la remarque plusieurs fois, ah mais c'est pas trop celtique ce que tu as fait. Ouais, mais à quoi je réponds directement, mais de toute façon, personne n'a jamais dit ni prouvé que Tolkien pensait à un univers musical celtique. Ça, c'est sûr que non. Et puis en plus, je pense que c'est un raccourci un peu trop vite fait sur l'œuvre de Tolkien de penser tout de suite à Celtic Art, parce que non, je pense que Tolkien, il est intemporel. Et c'est pas spécialement, bien sûr qu'il s'est inspiré des légendes arthuriennes, de Beowulf, de Siegfried par exemple aussi, des Nibelungen, mais il a avant tout sa propre dimension. Oui, et puis c'est un défi peut-être encore supplémentaire d'arriver à donner ce caractère épique que tu arrives à donner à cette musique-là, donc plus rock progressif, on est d'accord. C'est ça, ouais. Donc parle-nous un peu justement de ces influences-là, tu en as cité, puisqu'après on va y arriver, on va passer quelques morceaux ensemble. Bien écoute, très tôt on est tombé nous dans la potion Crosby, Stills, Nash & Young, donc côté Californie, America, Eagles, ça c'est les groupes qui nous ont vraiment, les Birds, Dylan bien sûr. Donc ça c'est 60 quoi. Voilà, 70. Mais parallèlement, tout de suite j'ai été attiré par le rock progressif anglais. Donc King Crimson, ça c'est vraiment my cup of tea. Greg Lake qui a continué on écoutera tout à l'heure Emerson, Lake and Palmer. Genesis, of course. On a repris Supper's Ready, l'intro de Supper's Ready au Théâtre de Nice. C'était quelque chose, de rendre hommage à ces monstres. Yes, Indeed, Supertramp, voilà, toute cette richesse du rock progressif anglais des années 70. Ouais, c'est un spectre assez large quand même, de Supertramp à Emerson, Lake and Palmer, on a quand même... Bien sûr, une palette. Une palette énorme qui couvre presque tout le... Puis moi j'aurais un morceau de Pink Floyd où voilà, c'est des représentants aussi. Gilmour, c'est une icône pour moi, tu vois. Ah bah la guitare, on n'a pas fait beaucoup mieux. Wish You Were Here, on a fait au Théâtre de Nice. C'est le dernier morceau qu'on ait fait. D'accord. Okay. Et donc réorchestré. Ouais, à notre sauce. Mais sauce, très fidèle. La 12 cordes, c'est la même partie que le grand Dave joue. Moins bien sûr. Mais en tout cas, ouais, non, on s'est fait un grand plaisir de rendre hommage à ces gens avec qui on a grandi, quoi. Je sais pas, Olivier, tu dois avoir un peu peut-être. C'était un peu la génération d'après, moi. Ouais, ça me parle, mais c'est vrai que c'est pas là-dedans que j'ai baigné. Ouais, c'est pas. J'ai écouté Pink Floyd. Après, les autres références à Yes, j'avoue ma méconnaissance et ma. Oui, mais parce que tu es plus jeune, tout simplement. Parce que je suis voilà. Parce que j'ai pas la même génération, pas les mêmes références. Mais oui. Pink Floyd, forcément un peu trempé dedans. Ouais, je pense que c'est un groupe qui a fait rêver des centaines de millions de gens. Et voilà. Pink Floyd, c'est intergénérationnel. Moi je suis de la même génération qu'Olivier.
Et bon, je connais un petit peu. Alors moi, Emerson, Lake and Palmer, je sais pas s'ils sont restés réellement. Yes, oui. Kinson, un petit peu moins. Si tu veux, Help, c'est un cas particulier parce que, encore une fois, c'est l'époque où ces groupes-là, le personnel passe d'un groupe à un autre. Greg Lake était le bassiste-chanteur de King Crimson au début. Il fait 2 albums avec eux et ensuite il part fonder Help avec Keith Emerson et puis Carl Palmer. Et ensuite, dans les décennies qui vont suivre, il va y avoir des interférences entre les gens qui jouent dans Yes, comme Steve Howe, le gratteux. Ils vont fonder Asia, où il va y avoir John Wetton qui était autrefois dans King Crimson. Donc il va y avoir pas mal de turnover entre tous ces gens. Entre groupes, c'est Voilà, une communauté, quoi, en fait. C'est ça, qui se cooptent et qui à chaque fois s'enrichissent mutuellement les uns des autres. Alors donc pour ce battle, donc tu as choisi un morceau justement, donc battle rock progressif ou rock 70 ou comme on veut. Parle-nous un petit peu de ce morceau. Alors il s'agit de From the Beginning, qui est l'archétype de ce que Greg Lake sait faire. C'est-à-dire que déjà sur le morceau, il fait quasiment l'essentiel, c'est-à-dire la voix, les chœurs, les guitares. C'était un bassiste, mais surtout un guitariste acoustique assez phénoménal. Beaucoup de gens connaissent Lucky Man, qui est un des tubes d'Help, mais ça, From the Beginning, je te l'ai dit hors antenne, tu trouves sur le site de Greg Lake un enregistrement du répondeur, et c'est Dominic Miller, le gratteux de Sting, qui est une autre icône pour nous autres guitaristes, qui dit à Greg: écoute, je voulais te remercier pour avoir écrit ce titre. C'est une chanson admirable et c'est un des rares morceaux que je pratique presque tous les jours. Alors, entendre Dominic Miller dire ça de cette chanson, je crois qu'on a tout dit. On va l'écouter. Lying in bed, I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You were meant to be here. From the beginning. Not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You were meant to be here. From the beginning.
était vintage de l'époque. Ouais, mais c'est vrai que tu sens l'affiliation avec. Alors, Emerson, Lake and Palmer, From the Beginning. Voilà, tu vois, depuis le commencement, et comme je vous disais, Greg Lake, tu as vu le guitariste que c'est, quoi. Parce que quand tu commences à prendre une 6 cordes et tu fais ne serait-ce que l'intro, déjà ça calme, tu vois. Et plus le reste, quoi, tout le côté mélodique, tu as vu, par moments on dirait pratiquement du folk rock californien, alors que c'est un groupe pur british, quoi. Et ça fait partie de, comme on disait tout à l'heure, de la palette énorme qu'ils avaient, puisqu'après ils faisaient des trucs symphoniques, hein. Dans le même album là, Trilogy, il y a des pièces de, je crois, 12-15 minutes, quoi, et qui montrent une maestria instrumentale à 3 live, mais c'est terrible. Là ils sont que 3 là sur le morceau. Ah là ils sont que 3. Il y a des overdubs, bien sûr. Voilà. Oui, après c'est un album studio. Donc, c'est ça. Mais bon, quand même. Mais on sent l'affiliation avec Starlit Sea, dans les ambiances en tout cas. Merci. C'est un clin d'œil, ouais. On le sentira moins. Donc moi j'ai choisi Pink Floyd. Donc je suis pas spécialiste effectivement de rock progressif. C'est vrai que Pink Floyd en fait partie et c'est moi un groupe qui m'a marqué. Dans mon enfance, avec leurs albums un peu plus récents, The Wall, et après, quand malheureusement Waters est parti, il y avait plus Waters, quoi. C'est quand même pas le même groupe après, même si j'ai énormément d'admiration pour Gilmour. Et donc là, un morceau qui est un peu avant cet album-là, qui s'appelle Pigs, Three Different Ones. Bon, déjà pour pas retomber dans des Pink Floyd que l'on connaît un peu trop, Money, Comfortably Numb, qui sont des morceaux incroyables, mais où justement on a ce côté psyché dans Pigs, et ce côté très long, très voilà, morceau qui s'étend, qui se développe tout au long. Voilà, on va l'écouter. Pigs. You're really in love, but you really
with a hat pin. A good foot with a handgun. You're nearly alive. You're nearly alive, but you really will cry. Pigs, Three Different Ones par Pink Floyd. Bon, évidemment, on l'a coupé comme Emerson, Lake and Palmer. 12 minutes pour Pink Floyd, 9 minutes pour... Ils avaient le temps à l'époque. Le studio était à eux. Ils avaient le temps. Il n'y a plus de morceaux de 12 minutes maintenant. Très bon choix. Merci. Fabrice. Toi également, je connaissais moins, donc belle découverte. C'est vrai qu'au niveau des ambiances de guitare, mais bon, à l'époque, ils étaient tous virtuoses, les guitaristes incroyables, quoi. Oui, chez Greg, il y a ce, comme avec Gilmour, il y a cette unicité d'un timbre, un béni des dieux, quoi. Je veux dire, c'est un immense vocaliste et en plus un énorme instrumentiste. Et il ne court quand même pas les rues, tu vois. C'est dur d'être bon dans les deux. Ah oui, oui, absolument, absolument. Moi, je sais, je suis un modeste guitariste rythmique. J'étais très, très heureux d'avoir à ma gauche David Gutiérrez et puis à ma droite Patrice Marzin pour taper les chorus. Non pas que je puisse ne pas en faire, mais ça demande, tu sais, il faut être dédié à ça, quoi. Il faut être dédié à ça, et c'est quand même, voilà, c'est pas la porte à côté, quoi. Merci André. Merci d'être venu, on te souhaite Merci à toi Fabrice. Bonne continuation pour les shows surtout, hein. Il va falloir qu'on voit ça sur scène. On va tâcher. On espère, il y a quelques festivals qu'on connaît dans le coin. Oui, j'espère. Allô Sylvain. Qui devrait pouvoir accueillir ça. Alors, moi je ne l'ai pas vu, en plus j'ai loupé si je me rappelle bien, c'était en bouclage du magazine, le concert. Ouais. Et j'aimerais bien le voir, puisque comme on l'a dit, c'est des morceaux dans lesquels on se plonge voilà, dans une ambiance live. Et puis avec ces jeunes musiciens dont je t'ai fait la liste tout à l'heure, ils sont extraordinaires. Tu vois, c'est la nouvelle génération. Ils font leur début. Pas vraiment, mais disons que non, mais ouais. Je voulais dire jeune par rapport à mon grand âge, mais en tout cas, tu vois, ils t'apportent une vivacité, voilà, The Must. À bientôt. Merci, on va s'écouter un dernier morceau, je te laisse le présenter. Alors il s'agit de There and Back Again, c'est le sous-titre du Hobbit, mais là encore une fois c'est un morceau que j'ai écrit modestement pour rendre hommage à l'univers de Tolkien. Ce sont mes paroles, ma musique. D'accord, ok. À bientôt. Living in a hole in the ground, far from dangers at night. I was blind like a mole underground when the murk is outside. I woke up with the sun in my eyes, still I heard no sound. Never reached such a dream in the skies of eagles flying around. Oh, I've been there and back again in Ireland.
Ça s'appelle Lonely Star. L'album, c'est The Starlit Sea. Et notre invité ce soir, c'était André Rocchia, donc guitariste, lead vocaliste. Et pour bien commencer l'année, on va passer un petit peu d'humour. Alors, je sais pas si c'est de l'humour de nouvelle année, son humour à lui. Olivier, Stéphane, bienvenue. Merci, bonsoir. Donc, qui fait du stand-up. Du stand-up, ouais, je t'avoue que j'aime pas trop le terme, quoi. Alors, il paraît qu'il y a un nouveau, comment dire, une nouvelle appellation qui maintenant s'appelle le sketch-up, qui mêle du stand-up, ouais. Qui mêle le sketch, qui mêle des morceaux de sketch et puis des morceaux de stand-up, où effectivement le stand-up est un peu connoté. Stand-up, il n'y a pas beaucoup de jeux, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment des anecdotes sur moi, ma vie et moi-même, et qui se succèdent, et sans trop de fil rouge, sans trop de liens. D'accord. Ce qui me ressemble, enfin qui ressemble moins à ce que j'essaye de faire. Ouais. Donc toi, il y a un scénario, un lien derrière, un fil rouge. Oui, voilà, c'est ça. Un scénario, c'est un bien grand mot, mais il y a un fil rouge qui effectivement est ma nouvelle paternité, pardon. Il y a quand même un fond de vrai de vécu où je parle de ma vie, mais de ce fil rouge, enfin je m'en écarte assez vite pour romancer, pour extrapoler et puis aborder multiples sujets sur la société, sur l'actu. Dis-nous le titre déjà, puisque donc c'est, comme je disais, très nouvelle année, très Jingle Bells. Le titre du spectacle s'appelle Trump, Bachar, Choupi et moi. Donc voilà, c'est qui dans l'intrus? C'est toi? Ouais, l'intrus, c'est moi. Le plus marrant des quatre n'est pas forcément celui qu'on croit. Voilà, non, mais bon, ça vient un peu résumer ce que. Ouais, Choupi, parce que t'es fille, quoi, c'est ça? Choupi, voilà, parce que il se trouve que j'ai deux petites jumelles. J'ai deux petites jumelles qui. Je découvre tout ça. Tu vois, à 40 balais, je découvre Choupi, je découvre les histoires du soir. Tu lisais pas Choupi avant, toi? Je lisais Choupi quand j'étais vraiment fatigué en fin de soirée, dans des états peu avouables. Non, voilà, je découvre. Je connais tous les titres. Déjà, je savais pas qu'il y avait 50 ou 60 titres de Choupi. Non, voilà, l'idée du spectacle, c'est qu'il part de là. C'est un peu quelques réflexions sur ma nouvelle paternité, et surtout des dialogues imaginaires que je pourrais avoir avec mes deux petites filles, donc qui ont 3 ans, avec lesquelles j'imagine tenir des discours et des argumentaires sur la géopolitique internationale, sur le racisme, sur la crise en Syrie, et à partir desquelles je vais broder des réflexions perso avec mon humour qui va être plutôt, c'est pas de l'humour de Noël, c'est pas forcément consensuel non plus, plutôt acide, noir, cynique. C'est pour ça que je disais ça, hein, sur c'est bien noir, c'est bien piquant. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est Humour noir à Daudet, puisque je vous rappelle que Olivier a aussi son interview dans Cité des Arts, qui va passer au Théâtre Daudet en février. Donc le vendredi 8 février. Le vendredi 8 février, tu nous en reparleras un petit peu plus. Je vous propose qu'on écoute peut-être un petit extrait, déjà pour que le public justement se fasse une idée, l'auditeur de Radioactive se fasse une idée de ton humour. Il y avait un sujet sur les questions des enfants. Comment répondre aux questions des enfants, tous les trucs un peu mignons, désarmants là. Papa, comment on fait les bébés? Moi j'ai 2 filles et parfois des questions un peu bizarres. Papa, pourquoi quand je l'ai jeté du balcon, il n'a pas rebondi? Papa, si je coupe l'image de ma sœur, combien de temps ça va mettre à repousser? En général, je ne réponds pas parce que j'ai pas le temps et parce que je me dis que
La fierté d'une éventuelle éducation réussie remplacera jamais l'échec d'une contraception visiblement ratée. Et j'enchaîne sur le traditionnel. Demande à ta mère. Jusqu'au jour où, papa, c'est bien le racisme. Parce que Brandon, dans ma classe, il dit que le racisme, c'est bien. Alors, quand on s'appelle Brandon, si on doit en vouloir à quelqu'un, c'est pas aux Noirs et aux Arabes. C'est à tes propres parents. Mais Abdelkader, dans ma classe, il dit que le racisme, c'est pas bien. Alors, tu lui répondras que quand on s'appelle Abdelkader, d'un point de vue éthique, on n'a pas le droit d'être contre le racisme. Hein, ça s'appelle un conflit d'intérêts, c'est très grave. C'est un peu comme quand t'es un taureau, t'es contre la corrida, ça se fait pas. Mais alors papa, c'est bien ou c'est pas bien le racisme? Oui, globalement, oui. Oui, globalement, c'est bien. Oui, globalement, c'est bien le racisme. Quand tu t'intéresses un peu à l'actualité, on est obligé d'être raciste. Quand tu vois les hordes de migrants là, qui s'accumulent à nos frontières, dont la plupart sont tellement incultes, analphabètes, sont incapables de citer le titre d'une chanson de Vianney, oui, on est obligé d'être raciste. Mamie Josiane, elle est raciste depuis qu'elle s'est fait violer par 3 Pakistanais dans un parking souterrain. Josiane, elle est raciste. Je sais, j'y étais. Non, je suis pas intervenu. Moi, je n'ai pas à me mêler de la vie sentimentale. Mais moi, je suis obligé d'être raciste. Excuse-moi. Quand on voit Gad Elmaleh et Jahamel Debbouze qui font l'Olympia, le Zénith, moi qui me traîne dans un café-théâtre improbable de province à partager ma loge avec 6 autres personnes d'un milieu social extrêmement éloigné du mien, dont un mime à la conversation franchement limitée. Alors oui, il y a de quoi être aigri. Oui, je suis obligé d'être raciste. Ça va? T'as plus de questions? C'est bon? T'as compris? Non, mais on en apprend ce soir. Ouais, je précise qu'elles ont 3 ans, c'est pas vraiment le genre de discussion que j'ai avec mes filles, pas encore en tout cas. Non, t'as pas encore demandé si c'était bien le racisme, elles savent ce que c'est, je suis pas sûr. J'en suis pas encore là, mais ça viendra, Est-ce que leur petit copain s'appelle Brandon? Non, on n'a pas de Brandon, mais c'est vrai que des fois, mais voilà, mais en fait, les inspirations, elles partent aussi de là, quoi. Je vais, bon là, je sais plus comment m'est venue, je t'avoue, c'est l'idée de ce sketch, mais typiquement aller chercher mes filles à l'école, tomber sur une maman qui appelle son fils avec un prénom un peu curieux, ça va me faire sourire, ça peut faire un chemin dans ma tête, et puis je vais griffonner ça sur un bout de papier, je le range dans un carnet. Et puis ça peut ressortir le soir, la semaine suivante. Je note, tu vois, je travaille beaucoup comme ça. Je note des petites. Tu notes des thèmes. Ouais, je note des petites tranches, une actu, une actu que j'écoute à la radio. C'est vrai que tous les jours, on se dit tiens, cette phrase-là, je pourrais la ressortir. Une remarque que je vais écouter, voilà, à l'école, typiquement parce que c'est vraiment un monde que je découvre. J'ai 40 ans passés. Pour un prof, c'est le monde qui découvre. Aussi, ouais. Et c'est comme ça que ça peut être comme ça que je travaille. Et après, je vais effectivement romancer, je vais envoyer des digressions, je vais rajouter des considérations sur l'actu, et puis au final, t'arrives à faire un sketch de 8-10 minutes. Ça doit un peu perturber les gens, non? On ne sait pas trop ce que tu penses à la fin du spectacle, à mon avis, d'après ce que Exactement. Je peux passer pour... Il est con. Ouais, il est con, il le pense réellement, mais est-ce que c'est pour de vrai? Mais c'est ça, je peux passer effectivement pour le dernier
dernier des fumiers, la dernière des ordures, mais c'est ce malaise qui peut être intéressant. C'est de là d'où naît l'humour. Bon, on a Guillaume Batz ce mois-ci dans le magazine en contrepoint avec toi. Je pense que Guillaume Batz dont je connais le travail, peut avoir aussi le côté handicapé qui va rigoler de manière extrêmement trash de son propre handicap. Guillaume Batz a la maladie des os de verre. Il fait 1m35 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Et bon, il se fout de lui-même tout le long du spectacle. C'est très violent, trash, plus que toi. Trash. Mais voilà, mais c'est effectivement ce malaise qui peut être intéressant et qui va. Ça me dérange pas, d'être un peu clivant, d'être un peu borderline, donc, comme on dit. La fameuse question, on peut rire de tout. Ah celle-là, mais oui, les deux pieds devant, les deux bras, toute la première. Heureusement, effectivement, en plus, on colle souvent cette phrase, on colle souvent. C'est le lancement de cette thématique à des proches qui fait partie de mon panthéon en termes d'écriture, en termes de tabou. Oui, donc forcément, oui, bien sûr, peut-on rire de tout, mais heureusement, et c'est justement en riant de choses comme ça et en riant de manière un peu dérangeante sur le racisme, sur Trump, c'est justement en riant de cette manière sans tabou que tu peux arriver à provoquer un débat. C'est comme ça qu'on peut prendre conscience de quelque chose, d'ailleurs. Arriver sur scène et dire on est tous le racisme c'est pas bien, on est tous unis. Bon, ok, tu vas récolter une salve d'applaudissements parce que tout le monde est d'accord, mais qu'est-ce que t'amènes au débat ? Bon, pas grand-chose. Ceci dit, je fais pas ça pour amener quelque chose au débat. Non, mais déjà, c'est pas marrant si tu arrives et que tu dis, le racisme, c'est pas bien. Mais je trouve ça... tout le monde est d'accord que Trump est complètement inconséquent, dangereux. Ah, ça, tu ne penses pas quand tu dis Trump furieux. Mince, ça y est, on a trouvé le fond de ma pensée. Voilà, par exemple, j'en connais qui le pense. J'ai un sketch où je le défends pendant 10 minutes. Je dis, non, pas du tout. Il est très très bien. Voilà, j'explique à mes filles que non, pas du tout. Il est très bien. Il est très bien cet homme. Et ça m'arrive d'avoir des sifflets au démarrage de. Ah oui. Donc il y a quand même quelques personnes qui le prennent un peu premier degré au départ. Peut-être pas premier degré, mais ça m'arrive. Ça peut aussi créer le. Ouais, mais ça fait partie. Le malaise du jeu quand je dis moi je l'aime. l'aime bien Trump. Moi j'aime bien Trump et je vais vous montrer pourquoi et l'exercice de style intéressant entre guillemets qui moi m'amuse. C'est de travailler pour trouver les arguments, parce que c'est facile de trouver les arguments pour dire qu'il est complètement cinglé et dangereux. Il y en a des palettes. Essayer de le défendre entre guillemets ou de le réhabiliter, c'est plus difficile, donc plus marrant. Bon, allez, on va se l'écouter d'ailleurs. Il nous a mis l'eau à la bouche. Tu prends des nouveaux chantiers, tu vois la vie en grand. Mais globalement, moi j'aime bien Trump. Moi je trouve qu'il renouvelle un peu la fonction. Pendant 8 ans, les Américains, ils ont eu un président qui se prenait pour Martin Luther King. Maintenant, ils ont un président qui reprend du Burger King. Non, j'aime bien parce qu'il invente des trucs, quoi. Il crée, par exemple, sur Twitter, il a inventé la diplomatie en mode éjaculation faciale. Alors, quand il tweet, ça sort. Quand ça sort, il en fout partout. Et il regarde pas qui est en face. Et puis, il faut pas compter sur lui pour filer un Kleenex ou pour ça. Allez, c'est su directement dans les rideaux. Non, puis il parle avec des mots simples. Attraper les femmes par la chatte. C'est classe, hein, ça change de Marcel Proust. Hein. Moi, j'aurais bien aimé entendre Arnaud Montebourg dire ça. C'est un peu
mon bon ami, qu'il est plaisant de se saisir de jeunes donzelles par la vulve. Ça pose. Oh, c'est un trouveur. Oh, c'est un trouveur. Pourtant, je me disais au départ, quand tu t'appelles Donald. Chanter, bonsoir, je m'appelle Donald. Moi, je serais une fille, j'aurais envie de lui répondre salut, moi, c'est Mimi. Non, ceci dit, je sais pas si c'est ses techniques de drague ou son pognon. Et un truc qui a marché, hein, il y a qu'à voir sa femme. Mélania, mannequin, slovène, 30 ans de moins que lui. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime bien Trump, parce qu'on a les mêmes goûts finalement. Bon, je crois qu'on a perdu toute une partie de notre auditoire, notamment les enfants. Oui, le mieux, c'est J'espère pas venir. qu'ils n'écoutaient pas. Le spectacle est moins de 16 ans. D'accord, ah ouais. Ouais. C'est pas moi qui ai décidé. T'as été obligé. Ouais, non, je n'ai pas été obligé parce qu'il n'y a pas les mêmes réglementations que par exemple que sur le cinéma, mais bon, c'est mieux de prévenir. C'est pas un spectacle familial. Donc, toi, C'est quand pas tu vulgaire. parles à des filles de 3 ans, c'est moins de 16 ans. C'est ça. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe du truc. C'est pas vulgaire. Très peu, parce que je trouve qu'il y a tellement... la langue française est tellement riche, est tellement C'est pas vulgaire. diverse. Hein, t'as de l'aplomb quand même. Ouais, non, Pour dire mais les il y a, non, choses dans le sens poliment. vulgaire, non. Alors, c'est pas grossier. Voilà, C'est d'accord. pas grossier. On n'est pas obligé de dire putain, merde, Oui, toutes les tu phrases. dis pas des gros mots, il y a toutes les phrases. tellement de nuances et de subtilité dans la langue française pour exprimer ce qu'on a envie de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir recours à la facilité de la grossièreté et de l'insulte. Moi, je suis un passionné tu le disais tout à l'heure, vite fait. J'ai été prof de français, j'ai fait une fac de lettres, journaliste pendant plus de 15 ans. J'adore la langue française. Moi, je suis d'abord un garçon de l'écrit, du texte avant d'être... je suis pas comédien, je suis pas un showman. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Soit dit en passant, Olivier est journaliste de métier et écrit des articles pour Cité des Arts tous les mois. Ça m'arrive. Hein, ça m'arrive souvent même. C'est un de nos journalistes officiels. Et avant ça, avait un magazine. C'est toi qui écrivais la plupart des articles, j'imagine. Bon, pas la plupart, oui. J'ai dirigé un magazine qui s'appelait Métropole Var pendant très connu sur le 6 secteur. ans, qui était un mensuel d'actu général sur l'agglomération toulonnaise et sur le département du Var. J'avais une petite équipe de journalistes, mais j'en étais, à la fois directeur et rédacteur en chef. Ouais. Donc, il s'est arrêté en juillet 2017, il y a 1 an et demi. D'accord. Et donc, du coup, c'est en arrêtant le magazine que tu t'es dit qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je vais commencer à raconter des conneries, c'est ça ? Alors, j'avais déjà un peu de vécu en racontage de conneries, mais en petit comité, quoi, effectivement. Et puis, on passe pas comme ça du jour au lendemain à raconter des conneries. On se dit, tiens, je vais monter sur scène. Mais c'est vrai que l'arrêt du magazine a fait partie des petits déclics qui m'ont aiguillonné. Le théâtre, la comédie, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, que j'ai pratiqué il y a très longtemps, il y a c'est une vingtaine d'années à Lyon quand j'étais à Lyon, quand j'étais plus jeune. Le théâtre, un peu de comédie musicale. J'aimais vraiment bien cette ambiance-là. C'est le milieu que j'aimais pas trop. Le milieu du théâtre. Pour l'anecdote, je faisais partie d'une troupe, une comédie musicale, et j'étais un peu, comment dire, pas je m'en foutiste, mais un peu léger. J'étais pas dans l'esprit de groupe. J'arrivais, je faisais ma partie. J'aimais pas on se prend tous par la main, on véhicule une énergie. Ça m'agaçait au plus haut point. D'accord. Avec un copain avec qui on était dans la troupe. On avait un peu notre troupe à nous au milieu de la troupe. Sauf que ça plaisait pas trop, parce qu'il ça plaisait pas trop. Et en fait, avant une tournée,
parce que le spectacle dans lequel je jouais commençait à bien marcher. On a eu l'occasion de faire une tournée. Et en fait, avant le tournée, le reste du collectif s'est réuni et m'a dit Olivier, on trouve que t'es un peu je m'en foutiste, tu t'engages pas trop, donc on sait pas si on a envie de t'emmener en tournée, on va voter. On va voter à main levée. Et donc j'ai été exclu de la troupe À main levée. À main levée. Et ça va, je le vis très bien aujourd'hui, j'ai plus de séquelles, mais c'est vrai que sur le coup, je me dis qu'est-ce que c'est que ce milieu de cons, quoi. Enfin, tant pis, je vais faire autre chose, quoi. J'ai pas envie de... Ça, c'était il y a quelques années. Ouais, je te parle d'un truc, c'est il y a 20 ans, hein, ça va, ça m'a ok, pas marqué ouais, à vie, hein, ouais, ça va, j'ai rebondi. Mais, non, mais ça t'a empêché mais sur ça le m'a dit, moment bon, ouais, de... j'ai pas envie, quoi. Si le théâtre, le spectacle, c'est ce monde-là, alors non, ça m'intéresse pas. Je ferai mon truc tout seul. Et puis c'est vrai que je me suis remis, donc il y a pas très longtemps, que ça fait 2 ans que j'ai commencé à m'inscrire à des concours, enfin pas un peu, en catimini, sans en parler à... Ouais, c'est ça, tu l'as fait en parler à cachette. personne, ouais, complètement, sans en parler à personne, en me disant, bon, je vais essayer, j'ai envie de le faire, d'écrire des trucs, de monter sur scène, je vais essayer, je vais m'inscrire à des concours, et puis si je me casse la gueule et que c'est vraiment pas bon, eh ben, c'est pas grave, je me casserai la gueule tout seul, personne ne le saura, et puis je passerai à autre chose, et puis ça sera plié. Puis il se trouve que ça a plutôt bien marché, j'ai eu du bons retours, des encouragements. Donc, t'as eu des prix dans les concours. Ouais, ça c'est un peu plus récent, mais à force de travailler, d'affiner. Donc ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus, sur le spectacle là ça va faire... ça fera un peu moins de 2 ans, vraiment, que je travaille... J'ai pas écrit dans l'optique d'avoir un spectacle. J'ai fait un sketch que j'ai tourné un peu, que j'ai affiné, renforcé, musclé, rajouté du rythme. Et puis j'ai eu des conseils de gens du métier, d'humoristes un peu confirmés, qui m'ont dit écoute, c'est bien, travaille. Il faut vraiment que tu sois à l'aise dans ton truc. Par contre, ne te mets pas l'obligation d'écrire un spectacle, parce que si tu te dis déjà il faut que j'écrive un spectacle vite, tu vas écrire pour écrire, tu vas délayer et ton propos sera moins moins efficace et tu feras fausse route. J'ai trouvé que c'était un très bon conseil, donc j'ai rodé sketch par sketch jusqu'à ce que ça date de l'été dernier, là, l'été 2018. Je venais de remporter là d'être sélectionné pour un concours à Avignon. C'était super valorisant, Avignon. Ça fait quand même si je n'ai pas fait Avignon, mais je jouais sur un petit théâtre d'Avignon, c'est super valorisant. Et j'ai Jérôme Leleu de Fantasy Prod. Un de nos partenaires qui était là le mois dernier d'ailleurs. Hein. Voilà, qui m'a drivé au début, qui m'a un peu fait bosser, un peu aiguillonné, qui m'a appelé. Donc il y avait eu cette info comme quoi j'avais été sélectionné sur ce concours et qui m'a dit bon, quand c'est que je te programme, parce qu'il venait de récupérer Fantasy Prod venait récupérer la gestion là du théâtre d'Audet. Il me dit bon alors le spectacle complet, comment ça se passe, quand c'est que je te programme? Donc là, le 8, c'est spectacle complet. Là, c'est spectacle complet, ouais. C'est une grosse 1 heure et quart solo. Et donc, j'ai pris ça sur le ton de la boutade. Et Jérôme, pas du tout. Il dit non, mais quand c'est que je te programme? Je dis mais attends, mais j'en suis pas du tout là. J'ai pas du tout un spectacle complet. Là. Si j'ai 20 à 25 minutes fait. Non, oui, d'accord. Ah ouais. 3e fois, quand est-ce que je te programme? Quand c'est que tu t'y mets sérieusement? Parce que là, j'ai bouclé le dernier. Ça, c'était semestre. cet été. Ça, c'était juillet, ouais. Dernier semestre 2018, la programmation est bouclée. Par contre, en début 2019, j'ai des créneaux. Est-ce qu'il y a une date qui t'intéresse plus qu'une autre? Et vu comme il est taillé, le garçon, et vu comme moi, je suis taillé, même si on n'a pas l'image, j'avais pas trop envie d'aller au clash avec lui. Donc, j'ai dit, je sais pas... février, mars, c'est bien. 8 février, j'ai un créneau. Ça te va, 8 février? Je suis pas sûr. 8 février. Donc, on a signé pour le 8 février. Et je me suis dit, maintenant, petit bonhomme, au boulot. Parce que... alors, du coup, ça va un peu à l'encontre du conseil que tu nous disais avant.
Ouais, mais il fallait. Ce conseil-là, il était au tout début. Mais il fallait aussi un moment un aiguillon de se dire bon, si façon, je il faut une continue, deadline. voilà, si je continue à faire un sketch ou deux qui tournent bien, bah c'est valorisant pour l'ego. Mais bon, maintenant, il faut passer à la phase 2. La phase 2, c'est effectivement d'être capable de présenter un spectacle complet de 1h10, 1h15. Et bah, au boulot, ouais, c'est voilà, rassembler ce que je disais tout à l'heure, rassembler des idées, rassembler des notes. Et là, du coup, depuis cet été, tu as écrit. Ouais, j'ai beaucoup écrit non-stop. écrit, j'ai testé des trucs, j'ai eu le plaisir d'être distingué dans 2 concours, notamment là, un concours en Alsace, un concours à Bourges, avec 2 fois le prix du jury. Donc c'est-à-dire que c'est des jurys de professionnels de la profession, comme disaient les nuls, les programmateurs de salles, sur des plateaux à chaque fois d'une dizaine d'humoristes. Voilà, avec un prix du jury, dont le dernier là, à Bourges, remis par Pierre-Emmanuel Barré, qui était le président du jury et qui, en plus, moi, est c'est pas rien. un des humoristes de la génération actuelle qui me fait le plus marrer. Ouais, on voit l'influence, surtout dans le Ouais, et sur l'écriture des chroniques de Barré. qu'on vient de passer. C'était un régal pour moi. J'ai eu l'occasion de. Ouais, non, mais lui aussi, des fois, il dit c'est pas vulgaire ce que je... Ah, c'est pas grossier. Si, un peu plus grossier. Alors, lui, il est très très grossier, mais il est quand même beaucoup plus grossier que moi. Il a, comme toi, il partage cette maîtrise de la langue française incroyable. C'est vrai fait que lui qu'il aussi, arrive à il mettre est- 3 gros mots par phrase et à ce que ça soit écrit Il a une et écriture, bien vu. ouais, il a un show très, très textuel. Voilà. Et pour l'anecdote, donc après, je lui ai dit que j'écoutais ces chroniques du mercredi à l'époque sur France Inter en changeant les couches de mes filles. Voilà, donc on va dire les premières inspirations viennent de là. Donc ça lui a quand même beaucoup plu, quoi, de savoir que je pouvais avoir les doigts dans les pampers en écoutant ces chroniques. Ça lui a beaucoup plu. Oui, j'imagine. Il a dû apprécier. Ouais. Bah écoute, on te souhaite bonne chance en tout cas pour le spectacle. Et Donc, ouais, vendredi après, 8 il y a une février. tournée donc, qui est vendredi 8 février, ça on l'a dit, oui. Une tournée Ou c'est un d'autres bien dates grand dans mot. le secteur. D'autres dates, ouais, Tu- ça commence à se mettre en place. Tu penses que tu peux en faire un métier déjà? Un métier réel? Enfin, réel. Je ne fais Ça peut te faire je ne vivre. fais pas ça aujourd'hui pour en faire un métier. Parce que je ne me prends pas pour qui je ne suis pas, et j'ai surtout pas envie de me prendre la grosse tête parce que je vais remplir une salle ou deux. Après, effectivement, bon, je me Non, c'est pas exclu. me ferme pas de porte. Et donc d'autres dates dans le secteur? Dans le secteur de date, alors c'est en train de se caler sans doute le 18 janvier, donc c'est dans 2 semaines. Il y a le Fada Comedy Club sur lequel je serai. Tu vas en faire un petit peu je partie? vais venir faire un être saut, un guest. coucou au Fada Comedy Club. histoire de- Depuis ce mois-ci, si t'es des arrêts partenaires, Super. j'en parle. Parfait. Et dans la région, non, là, après, j'ai effectivement une date à Bourges, là, du fait d'avoir gagné ce concours. Je reviendrai à Bourges. Je jouerai à Strasbourg sur un plateau. Voilà. Donc, c'est en train de se mettre en place. Super. Merci André, merci Olivier. Merci à toi. à toi.